On essaie le tout nouveau BMW X3. Est-ce le meilleur SUV de taille moyenne actuellement? Découvrez-le avec Thomas Nautico Fuel en 4K en plein écran. D'abord, disons de la version de base à intermédiaire plus tard aussi, puis la version M Sport, spécifiquement la M50, le moteur essence le plus puissant de la nouvelle génération, peut-être plus à venir, mais commençons ici avec la version que la plupart auront, avec un look plus lumineux de la double calandre, puis un aspect plutôt fermé. Elle s'ouvre à la demande lorsqu'un refroidissement est requis. Vous pouvez aussi avoir les haricots illuminés en option. C'est vraiment élégant. Et cela se marie bien avec cette teinte bleu tanzanite, un bleu foncé. Les phares ici sont des LED matriciels avec des accents bleus et puis aussi, je préfère vraiment cela, un look avec accentuation lumineuse. C'est le look de base. Il sera toujours ainsi, sauf si vous prenez le pack M Sport ou un M50. Et plus tard, nous verrons celui-ci en détail pour vous montrer à quoi il ressemble et comment il diffère si vous voulez ce look sportif menaçant ou plutôt ceci. Ici, on voit aussi clairement le contraste lumineux autour des fenêtres en bas. Cela se sent vraiment bien, la qualité de fabrication à l'extérieur est bonne et vous avez maintenant, pour ainsi dire, un style plus monolithique. Pas d'élargisseur d'ailes typiques des crossovers, etc. Ils cherchent à réduire les éléments de design extérieur. Ensuite, il y a des roues de 21 pouces. Ici, ce sont des 20 pouces, déjà grandes, et sûrement plus grand n'est pas mieux pour le confort. Les roues de base font 18 pouces et c'est 4,76 mètres ou 187 pouces de long. C'est un peu plus long que la version sortante. Je pense que d'un point de vue extérieur, ça fonctionne vraiment très bien. Ou qu'en pensez-vous? Cela a divisé beaucoup d'opinions, c'est polarisant, mais je pense que cet aspect plus monolithique convient bien au véhicule. Les feux arrière sont très larges sur le côté, puis s'affinent vers l'arrière, structure tridimensionnelle moderne, et encore une fois, pas trop de lignes de design. Celui-ci ici X320. Ils enlèvent le i des moteurs à essence parce qu'ils ne veulent pas le confondre avec des modèles tout électriques, par exemple. Et donc celui-ci est un moteur à essence pure bientôt, plus sur les moteurs et ainsi de suite. Le remorquage est soit 1,5 tonnes pour le plug-in ou 2 tonnes, alors pour les modèles à moteur à combustion pure. Et quand nous parlons des moteurs, suivez-moi vers l'avant. Clarifions déjà le son de fermeture de porte. Au fait, il est vraiment solide sur la partie avant et aussi agréable sur la partie arrière. Et voilà, on tire simplement 2 fois sur le levier. C'est vraiment un système simple car il n'y a rien à chercher à l'avant. C'est un moteur essence 2 litres à 4 cylindres. Ce sera donc la version basique. Différentes puissances sont disponibles. Les spécifications exactes dont nous disposons sont dans les commentaires épinglés et dans la description de la vidéo. La version américaine débutera avec une puissance légèrement plus élevée sous la désignation de 30X 330. Vous avez le moteur essence 2 litres 4 cylindres, le diesel 2 litres 4 cylindres et le 3 litres 6 cylindres essence pour le M50. Un 3 litres 6 diesel suivra bientôt. L'hybride rechargeable utilise le moteur 2 litres 4 cylindres, idéal pour des trajets électriques locaux ou similaires, ou s'il bénéficie de certains avantages fiscaux, et il a énormément grandi ensuite en termes de taille de la batterie. C'est l'élément clé pour l'hybride rechargeable. Beau contraste argenté dans la partie inférieure. Le remorquage est de 2 tonnes pour l'hybride rechargeable et de 2,5 pour les moteurs à combustion. Près de la base, la M Sportback ou M50 dispose d'une suspension sportive améliorée. On propose aussi une suspension adaptative que nous testons ici. Dans la M50, c'est une suspension M adaptative avec un réglage Sport Plus. Les clignotants apparaissent là au centre. Ça a l'air plutôt chic, n'est-ce pas? Et à l'avant, ils ont remplacé le feu de jour. Ouais, je pense qu'au niveau lumière, en ce qui concerne le design lumineux, tout ça a vraiment l'air magnifique. Ou qu'en pensez-vous? Et à quoi ressemble le X3 avec un pack M Sport ou si vous optez pour le M50 exactement comme ça? Ici, c'est encore plus noirci. Il y a en plus le pack M Sport Pro. Ici, tout est complètement fermé. Logo M sur accent noir en bas, style sport global. Ici, à nouveau, les reins illuminés, vraiment cool sous ce pont, protégé de la pluie. Ce sont également des roues de 20 pouces dans ce style MCO, donc un look assez cool aussi.
Et encore une fois, ce design monolithique ici sur le profil latéral, pas d'arche de roue contrastante ou quoi que ce soit. Ici, nous avons également les cadres complètement noircis. Et à l'arrière, cela continue de manière plus sportive. Avec le tout nouveau BMW X3, il n'y a pas d'échappement visible. C'est en dessous. Seul le modèle Sport, le M50 ici, dispose des pots d'échappement visibles. Et ils remplissent également une fonction importante, 1, 2, 3, 4, associée au style de diffuseur très prononcé dans les parties inférieures. Dites-moi dans les commentaires, choisiriez-vous un modèle M50 ou le look de base? Et ici, c'est la M50, le fameux 6 cylindres en ligne par BMW, près de 400 chevaux, moins de 4,6 secondes pour atteindre 100 km par heure ou environ 4,4 secondes pour atteindre 60 miles par heure. Il a aussi un système hybride léger présent dans tous les moteurs maintenant et bien sûr l'hybride rechargeable. La provenance dépend du moteur. La M50 est faite à Spartanburg, États-Unis. L'hybride rechargeable vient de Rossland, Afrique du Sud. Ou pour le diesel, ça dépend, certains sont fabriqués là, d'autres là-bas, alors tu ne sais pas vraiment d'où vient celui que tu as en fait. Du point de vue conducteur, ici c'est la direction sans animal dans cette forme moderne et la qualité des matériaux est vraiment bonne, douce, bien faite. Et ensuite ici, tu peux contrôler la direction avec comme un mélange de vrais boutons et. Ouais, ce bouton ici pour le volume par exemple. Ici, tu peux contrôler des choses dans les instruments numériques qui ressemblent à ça en fait. Et les palettes de changement de vitesse sont aussi disponibles. Ce qui est super cool, c'est toujours comme l'indicateur lumineux qui sonne super quand tu l'actives avec une certaine force juste là quand vous démarrez le véhicule, puis les instruments numériques changent aussi comme ça. Et nous pouvons également vérifier l'affichage tête haute. Voilà, c'est plus net maintenant. Ici, intégration assez cool de l'éclairage d'ambiance. Ça a l'air chic. C'est en fait un champ ici. 2 fois la charge USB-C, mais la charge inductive se trouve seulement du côté gauche. Et quand le téléphone est en train de charger ici, vous voyez ça, cet éclairage montre que le téléphone est bien en charge. C'est un très bel effet. L'unité de climat est alors tout le long ici à l'écran. Donc, le plus et le moins sont là. Oui, je préfère les boutons physiques. J'ai vraiment détesté qu'ils les aient enlevés. Il y a le menu climat détaillé et puis cette vue de l'application, toujours un peu surchargée à mon avis. Apple CarPlay fonctionne sans fil uniquement. Vous ne pouvez pas utiliser le câble. Connectez-vous sans fil et chargez par câble, c'est possible. Et ici aussi soit la carte, ou il y a aussi une autre vue d'accueil disponible selon ce que vous voulez configurer. Donc le bon côté, c'est que le matériel derrière et le logiciel lui-même sont très fiables. Ensuite, les porte-gobelets ont vraiment l'air chic et ils sont aussi adaptatifs. C'est comme ce style cristallin en verre pour le réglage manuel du volume. Vous cliquez ici pour changer les modes de conduite. C'est toujours un peu compliqué dans ces nouvelles BMW. Vous cliquez là-bas, puis ici. À quelle fréquence feras-tu ça en conduisant? C'est génial. Cela a différents effets sur différents domaines. Donc quand je change, prenons l'exemple de l'art numérique. Ça change ici. Et aussi, revenons au mode sport, car c'est comme ce schéma rouge. Voilà. Il part du côté et puis vers le centre. Oui, c'est un effet vraiment sympa, tu sais. Et ils avaient du retard à rattraper avec Mercedes, qui ont été partout avec l'éclairage d'ambiance. Donc BMW a dit qu'il voulait y aller aussi. Et un autre effet, disons que je suis en mode détente. Alors, intéressant, maintenant, le rideau du toit panoramique se ferme. C'est un toit panoramique fixe avec du verre, mais vous pouvez mettre un véritable rideau. C'est au moins quelque chose de bien. C'est mieux que sans ombre ou quoi que ce soit, mais tu ne peux pas l'ouvrir. Regardez, mode détente, ses couleurs, et quand j'allume les clignotants, feu de détresse, c'est parti. Ça clignote aussi à l'intérieur. C'est donc juste pour les feux de détresse, pas pour le clignotant. Donc ici, encore une fois, avec les feux de détresse, l'effet est vraiment cool, n'est-ce pas? Alors, nous pouvons maintenant vous montrer comment fonctionnent les sièges mémorisés et le contrôle des bouches d'aération latérales
ici. Et cela fonctionne très bien. Puis vous pouvez ceci comme plus de ventilation, plus de vitesse de ventilateur. La poignée de porte est cachée juste ici. Et du côté du conducteur, vous vous installez et puis vous pouvez cliquer ici pour la fonction mémoire. Tout ce champ ici bouge. Et c'est aussi ici que vous ouvrez ou fermez le véhicule. Les poignées de porte ici sont affleurantes et intégrées, mais on peut les attraper par-dessous et elles donnent un vrai retour tactile. Puis, dans le modèle M50, l'intérieur est plus sombre et tout est en plastique dur, qui n'est vraiment pas mon choix préféré. Puis le volant, c'est ici. Le volant M, c'est alors avec source animale. Cependant, le volant de base est plus moelleux. Il se sent plus doux, non seulement en surface, mais aussi en dessous. Il a comme un amortissement plus épais. Et puis ici, les sièges, ce sont les sièges Veganza du simili-cuir premium. L'autre modèle avait des sièges en tissu recyclé à 100%. Ils sont vraiment très doux et sont aussi perforés. En fait, tous deux offrent vraiment un excellent confort. Au niveau du confort, je préfère les sièges en tissu. Léa préfère ici les sièges en simili-cuir, donc cela dépend vraiment des préférences. Ceux-ci sont plus faciles à nettoyer, les autres refroidissent mieux. Donc, il y a des pour et des contre. Et l'espace au-dessus de la tête ici, beaucoup d'espace avec 189, même avec le toit panoramique ouvert. Ici, vous trouvez une ambiance bien plus sombre par rapport au pack M Sport, avec le tableau de bord qui est aussi assez sombre. La principale différence, c'est bien sûr le volant entre le modèle de base et le pack M Sport. Ici, vous avez bien le bouton M juste à côté des portes gobelets. On peut passer au mode sport et voir l'animation, la voilà qui apparaît. Léa va montrer les lumières d'ambiance avec les réglages personnalisés. Cela ne fonctionne pas en mode sport. Vous devez passer au mode personnel, ce qui vous permet de personnaliser l'éclairage d'ambiance comme vous le souhaitez. Ouais, c'est la couleur de Léa. Qu'as-tu dit? Désolé, le micro. Quelle est ta couleur préférée? Bien sûr, Thomas Bleu. C'est ma couleur préférée. Oui, je vais prendre celui-ci. Les sièges arrière, doux dessus, ferme dessous, bonne qualité globale et sièges variés. C'est vraiment agréable. Porte-gobelet adapté et aussi la trappe à ski comme ça. Tout est vraiment solide. En bas, il y a une grande bosse dans le tunnel, unité séparée pour l'arrière. C'est là que je touche. 2 chargeurs USB-C. Et maintenant, voici le gros mais. L'espace pour les jambes, voici le siège comme je conduirais. Tout le monde n'est pas aussi grand que moi, mais il reste peu de place pour les jambes ici derrière. Oui, je conduis toujours avec le volant sorti pour être à l'aise, mais ici, peu de place à l'arrière. C'est le souci du véhicule. L'espace pour la tête ne pose pas de problème avec le toit vitré, mais un peu moins si le store est fermé. Le coffre fait 570 litres dans les modèles à moteur classique. L'hybride rechargeable perd un peu en capacité sous le couvercle. Ensuite, vous avez un couvercle supérieur massif. Voilà. Et vous le faites glisser comme ceci. Un chariot cabine peut également tenir debout en dessous. Pas de problème. Et puis les mesures de base ici entre les passages de roues, vous voyez ici, c'est vraiment bien. Ici, vous avez environ 1,10 m ou bien 44 pouces. Ensuite, concernant la longueur, ça semble se fermer probablement par là, donc un peu moins d'1 mètre ou 40 pouces. En dessous, vous pouvez mettre celui-ci ici en haut. Dans la version avec un moteur thermique pur, vous avez un peu plus d'espace en dessous, ou par exemple un pneu de rechange pourrait également y aller, donc ça fonctionnerait, et vous pouvez le tirer comme ça. Vous voyez un autre séparateur du coffre, et je peux également atteindre ici parce que je ne peux pas déverrouiller les sièges à distance. Donc c'est ce qui manque, je crois. Voilà. 1. Je peux aussi plier seul la partie du milieu, ou alors ici, voilà. Globalement, bien utilisable. Et donc pour les sièges, alors que nous conduisons juste ici, c'est 1,57 m ou 56 pouces. C'est facile à retenir et la hauteur, bien sûr, toujours très importante ici. C'est vraiment bien, donc c'est comme 74 cm ou 28 pouces. Et puisque la trappe est attachée juste ici, et regardez ces découpes pour voir la largeur du coffre également dans les zones supérieures, c'est vraiment bien fait.
c'est 100 km à l'heure avec un 4 cylindres de 2 litres. Pas mal du tout. Le chiffre officiel est juste en dessous de 8 secondes. La version américaine, X330, serait un peu plus rapide. Mais bien sûr, c'est fondamentalement le même moteur que nous avons ici, seulement avec un réglage de puissance différent. Vu comme moteur de base, je dirais que la puissance est amplement suffisante. Même le compteur Lear s'est déclenché là, pas mal. Bien sûr, probablement aussi à cause des bagages volants à l'arrière, cela pourrait aussi déclencher un peu, et cela donne vraiment l'impression d'être un véhicule complètement différent maintenant, surtout en raison de l'intérieur différent et du volant différent, etc. Et nous allons commencer ici avec une conduite agile dans ces virages. Et la sensation de la direction est vraiment agréable. Donc, il ne présente pas encore de zone morte notable. En plus, il ne va pas non plus jusqu'aux extrêmes sur les côtés. Ici, en éclairage d'ambiance, en mode sport, plus. De réactivité de l'accélérateur. En gros, puissance, ici aussi, régime moteur plus élevé. Avec le mode S, je pourrais même prononcer que ce n'est pas toujours utile non plus d'utiliser le mode de changement S. Cela a du sens quand vous avez beaucoup de virages sinueux en avant et en arrière et ainsi de suite. Sinon, vous pouvez aussi simplement le laisser en mode de conduite D normal et contrôler principalement avec le mode sport, ou alors si vous ne voulez pas changer les modes de conduite qui sont dans l'écran parce que c'est trop compliqué et cela l'est en conduisant, alors par exemple utilisez simplement le levier de vitesse ici et passez uniquement au changement S. Aussi, nous avons la suspension adaptative réglée maintenant sur la tonalité sportive dans le sport, on le ressent, donc c'est considérant cela. Étant donné que c'est un SUV, il semble un peu rude en mode sport, ce qui accentue vraiment le caractère sportif, surtout avec des roues de 28 pouces. Vous pouvez obtenir plus de confort avec des roues plus petites, bien sûr, et la Tesla aurait été assez rapide pour accélérer, non? D'accord, c'est une autre voiture plus lente devant la Tesla, voilà, c'est une Polo, je pense, tu tires, ouais, d'accord, pas un si gros moteur là-dedans. Je dois admettre l'accélération ici, il pleut vraiment et il y a du vent dehors et nous allons accélérer maintenant jusqu'à 100 km à l'heure, c'est parti 60 miles à l'heure et on peut aussi revenir en mode conduite, par exemple en mode personnel, voir si c'est ça, oui. Changer les modes de conduite en roulant est vraiment, vraiment mauvais. Je dois dire que maintenant le son est, pour ainsi dire, déprononcé. Il n'y a aussi rien du côté de l'actionneur sonore et la suspension est plus indulgente maintenant. Vous ressentez aussi une différence en termes de suspension. C'est notable, c'est une suspension adaptative active qui change vraiment selon les modes de conduite. Cela s'adapte mieux à la voiture. Et par exemple, quand vous avez une navigation GPS, lorsque vous changez le mode de conduite, il reste ensuite dans ce mode d'écran de veille et vous devez activement le remettre sur l'écran que vous souhaitez, ce qui n'est pas vraiment confortable. Ouais, ça va avec les modes. Ouais, c'est un peu bizarre, non? Ou vous avez besoin d'un assistant pour changer les choses. Ouais, pourquoi pas. Ouais, et ouais, une sensation de conduite agréable, espace dans le cockpit. On a cette sensation de voyage, je l'appellerai ainsi, et avec la suspension adaptative en mode doux, c'est aussi confortable, même avec 20 pouces. J'aime vraiment le réglage de la direction. Cette nouvelle direction que nous avons conçue et le matériau sans animal est vraiment agréable. Je dirais même qu'il est meilleur que le matériau M, donc c'est très bien. Oui, et la sensation de direction est vraiment meilleure que dans certains modèles BMW plus sportifs, je dirais, donc je pense qu'ils ont réussi la direction après cela. Nous pouvons mieux tester l'isolation phonique de la voiture et penser qu'à 100, c'est assez silencieux. Nous allons maintenant sur l'autobahn allemande, la célèbre autobahn, et essayons d'en inclure autant que possible dans nos épisodes que nous filmons en Allemagne. Et la voiture se sent agile, relativement légère en comparaison, je dois dire, et même en mode de suspension normale de la suspension adaptative, on aime vraiment piloter la voiture. C'est un véhicule vraiment amusant, donc leur promesse de plaisir de conduite est bel et bien tenue avec la BMW X3. Et tu pourrais te demander pourquoi ils choisiraient un X3 plutôt qu'un X5. Celui-ci se sent définitivement plus léger
et offre également plus de plaisir de conduite. Ce serait la principale raison pour moi. Si tu le compares au BMW X1, bien sûr, j'essaye maintenant de créer un plus grand écart entre le X3 existant et le nouveau X1. Ils ont un peu réduit l'écart ici maintenant. Bien sûr, un intérieur complètement nouveau et ainsi de suite. Le confort des sièges est également bon, mais c'est bien autant dans le X3 que dans le X1. Donc ici, je dirais que la suspension est la plus grande différence au X1. Avec cette suspension adaptative hautement conçue en mode confort, vous disposez davantage de confort qu'avec le X1. Mais bien sûr, vous pouvez l'ajuster avec la taille des roues selon vos préférences. Alors ce sont simplement quelques petites remarques ici qui concernent X1 d'un côté et le X5 de l'autre côté sur l'autobahn. Allons à la... Et Léa, mode sport. Merci beaucoup. Maintenant, genre de 90 km à l'heure. Ouais, en fait, au fond, j'ai eu l'opportunité d'expérimenter bien plus avec ce moteur 4 cylindres de 2 litres que je ne l'avais initialement prévu. Dans le groupe hybride rechargeable, il serait aussi relié à la puissance électrique, offrant encore plus de puissance, au moins quand la batterie est bien ou à moitié chargée. Le 3 à 6 cylindres, nous l'essayerons plus tard pour voir si c'est plus amusant et si ça fait vraiment une différence. Mais je pense que cette taille de moteur, même si je préfère plus de cylindres pour un grand véhicule, convient quand même, c'est suffisant, et ici 120 km à l'heure. C'est bon pour l'insonorisation, il n'y a pas de turbulence venant des rétroviseurs. J'ai hâte de comparer les rétroviseurs latéraux du modèle M Sport. Ici, par exemple, tout a l'air plutôt bien, et c'est aussi un trajet vraiment fluide sur l'autoroute. Cependant, comparé à d'autres véhicules dans ce segment, j'ai vraiment l'impression qu'ils gardent toujours cette petite touche distinctive de sportivité. Parce que je dis, et c'est quand même BMW, ça doit donner l'impression d'être sportif et amusant à conduire. Ça vous offre aussi une conduite différente par rapport au X1. Vous sentez la taille, ce n'est pas trop grand, mais le X1 est un peu plus agile dans les virages. De ceux-ci, je pense que BMW encore frappe dans ce domaine de sportivité. Vous savez, comme avant, c'est un bon compromis entre sportivité et confort. Le GLC a l'option de suspension pneumatique et apporte ainsi plus de confort de suspension. Je pense que le GLC est aussi en ce moment l'un des meilleurs véhicules Mercedes. Oui, oui, elle a raison. Comme le GLC a une direction sur l'essieu arrière, c'est bien sûr bon pour la manœuvrabilité. Donc le truc, c'est que le GLC offre plus de fonctionnalités technologiques d'une certaine manière, vous savez. Donc chacun a ses propres points forts, je les appellerai probablement de cette manière, mais dans l'ensemble, dans ce segment de SUV de taille moyenne, oui, encore une fois, une très bonne performance du modèle. Je veux dire qu'il y a certaines choses qui sont peut-être un peu pires, certains des contrôles me semblent peut-être un peu excessifs, mais encore une fois, ce nouveau cockpit moderne est comme un petit BMW iX. Si vous aimez le BMW iX, ce SUV électrique, mais vous dites « je n'ai pas besoin d'un tout électrique ou je ne peux pas bien le recharger, mais je trouve l'intérieur sympa ». C'est comme un petit BMW iX maintenant avec ce nouveau cockpit moderne et ainsi l'éclairage d'ambiance, un peu plus d'effet de spectacle. Et cela fonctionne très bien. Donc dans l'ensemble, c'est encore une fois l'un des meilleurs SUV de taille moyenne ici. C'est très bonne performance de conduite. Je me sens très détendu aussi bien. Nous avons beaucoup de comparaisons entre Mercedes et BMW. Et parfois c'est l'une, parfois c'est l'autre qui gagne. Ouais, on peut aussi changer l'éclairage d'ambiance ici. C'est encore plus visible la nuit. C'est un peu étrange à voir, non, un peu déroutant de le regarder tout en jouant avec les mêmes modes. Ici, silencieux, c'est aussi possible. Oh, le toit ne devrait pas se fermer. Non, non. Le toit ne devrait pas se fermer sur le support de caméra ventouse là. Non, ouais, donc en termes d'éclairage d'ambiance, c'est plutôt cool. Ça vous apporte quelque chose. Tu sais, c'est une fonctionnalité émotionnelle et je dois toujours dire pourquoi pas aussi dans le tunnel, ce n'est pas trop bruyant en fait. Donc je suis aussi content de ça plutôt. J'adore vraiment la sensation de direction, c'est l'une de mes choses principales en fait, mais maintenant j'ai hâte de voir si c'est vraiment si différent quand on conduit la M50.
c'est une accélération bien plus puissante que dans le modèle de base sur l'autoroute avec le X3 M50. D'emblée, ce que nous ressentons, c'est ici, ils ont entrepris plusieurs mesures pour renforcer la structure du véhicule et il y a aussi la suspension M adaptative. Et la façon dont le modèle de base se conduisait avec la suspension adaptative en mode sport est ici, pour ainsi dire, la configuration de base. Et lorsque nous passons ensuite en mode sport, c'est encore plus rigide. Donc vous ressentez chaque centimètre de l'autoroute, en gros. C'est pas si mal quand la route est plane et lisse et tout ça, mais quand il y a des bosses, alors le réglage sport de la suspension adaptive M ici dans la M50 est vraiment rigide, mais on sent bien ces transitions graduelles du confort à la sportivité. Donc la MN50, définitivement, si vous appréciez ce réglage de base de sportivité et que vous voulez encore plus de sportivité à la demande, et bien sûr, ce 6 cylindres en ligne est un excellent moteur, le meilleur moteur que BMW ait en ce moment depuis de nombreuses années. Et même si vous ne dépassez pas les accélérations, il demeure vraiment confortable et agréable, surtout lorsque vous le maintenez à bas régime. Donc même si vous ne l'accélérez pas sur l'autoroute, cela vous procure aussi une sensation de calme, pas seulement de sportivité. Ici d'ailleurs, lorsque vous appuyez et maintenez le bouton de réglage, donc, vous avez la possibilité de désactiver l'avertissement de vitesse. Si vous dépassez juste d'1 kilomètre, ça ne bip pas constamment. Ici, entre autres, le régulateur de vitesse fonctionne vraiment bien sous la pluie. On peut le régler facilement à gauche du volant, puis changer entre le régulateur de vitesse normale ou la conduite assistée. Dans ces conditions difficiles, centralisé bien dans la voie, si vite et si bien grâce à un mélange de capteurs, pas seulement des caméras. Grande question sur l'efficacité des seules caméras. Le Tesla fonctionne aussi bien ainsi et le brouillard aide avec les capteurs à ultrasons, permettant donc plus d'agilité. Toutes les différentes choses sont tout simplement réglées d'une manière plus agressive ici avec le M50, franchement. Alors, bien sûr, je dois être un peu prudent ici à cause de la route mouillée, mais ça tient plutôt bien évidemment avec ces nouveaux pneus. Bon ressenti en virage. Donc vous avez toujours plus de puissance à l'avant que par exemple à l'arrière. Ouais, dans la maniabilité, c'est vraiment. Waouh, c'est bien sûr un actuateur sonore, mais ça sonne aussi naturel, vous savez, donc un bon travail ici. Pas exagéré et ça ne sonne pas pathétique ou quelque chose comme ça, donc waouh. Donc si vous voulez cette touche de sportivité, c'est la voie à suivre, juste le prix, tu sais. Sur le marché américain, vous pourriez dire que le surcoût n'est pas tellement énorme, mais sur le marché européen, c'est carrément dément. Là, il faut bien réfléchir. Et la consommation, si vous conduisez efficacement quelques à litres sur des kilomètres, 29 miles par gallon US, 35 UK, peut-être un peu moins. Et de quel moteur je parle? Plutôt en général de l'X3 avec un moteur essence, car mon expérience, et aussi en le comparant avec les modèles berline, par exemple, où j'ai conduit avec les mêmes moteurs, cela ne fait pas une grande différence si vous choisissez le 2 litres 4 cylindres ou le 3 litres 6 cylindres en le conduisant calmement. Car le 6 cylindres reste à bas régime et donc il ne consomme pas beaucoup plus de carburant. Peut-être alors celui-ci plutôt dans la direction 8,5 et l'autre peut-être un peu moins, peut-être que c'est la plus grande différence. Il arrive parfois que, en conduisant plus vite, le moteur 6 cylindres puisse être plus économe en carburant, car encore une fois, dans ces situations-là, il se maintient à un régime plus bas. Mais pour vous donner une estimation rapide, c'est intéressant que les technologies hybrides légères soient parfois identiques. Un bon exemple est le M50. Si vous choisissez le X320, oui, ils ont tous deux un système hybride léger. En Europe, le système hybride léger utilisé pour le modèle 20i
est plus puissant et propose davantage de moments de récupération. Prix Europe-Allemagne, par exemple, 58 000 euros. Ce n'est pas donné, bien sûr. Pour une M50, c'est déjà 83 000 euros, plus quelques milliers de plus. C'est vraiment lourd. Les prix aux États-Unis sont meilleurs. Comme c'est fabriqué là-bas, les prix n'incluent pas la TVA. Et il commence à 50 000 dollars américains et c'est aussi plus attrayant. Mais encore plus crucial est que le M50 commence à 64 000 euros. Donc, il n'y a pas une si grande différence entre le modèle M50 et les autres modèles. Alors qu'en Europe, il y a une différence beaucoup plus importante. Et pourquoi cela? La motivation pour vendre ces gros moteurs à essence pure combustion en Europe est plutôt faible pour le constructeur en raison de ses réglementations sur la consommation de flotte et le CO2. Ils doivent donc vendre plus de véhicules électriques pour réduire le CO2 de la flotte ou sa consommation totale en CO2. Et lorsqu'ils vendent de la consommation, des moteurs à forte consommation de carburant, etc., ils ont besoin d'une plus grande marge parce qu'ils doivent payer en gros une taxe à l'UE pour cela. C'est donc la raison pour laquelle le M50 est extrêmement cher en Europe et relativement bon marché en comparaison aux États-Unis.